Le lundi, nous vous présentons les nouveaux élus de ce territoire. Quand je dis nouveaux élus, certains sont déjà d'autres mandats, d'autres responsabilités, sont connus dans le paysage, mais pour autant, ils font partie des nouveaux maires. Alors, c'est Marc Auxibar que nous recevons aujourd'hui, que vous connaissez peut-être comme conseiller régional de ce qu'on appelle toujours l'opposition, en tout cas, ou la minorité, pour prendre les nouveaux termes actuels. Mais Marc qui s'oppose parfois. Oui, c'est ça, minorité qui s'oppose parfois. Mais Marc Auxibar, il est élu dorénavant, maintenant, comme maire d'Augeux. Nous allons faire connaissance avec lui, connaissance des enjeux également liés à sa commune, à l'intercommunalité dans laquelle elle appartient, l'intercommunalité du Haut-Béarn. Un premier mot, Marc Auxibar, petit portrait tout simplement. Vous avez quel âge et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous engager dans ce mandat dont on sait qu'il est un mandat d'ultra-proximité, extrêmement enrichissant humainement, extrêmement également prenant humainement? Oui, écoutez, pour une petite présentation, Marc Auxibar, 43 ans, Augelois depuis 2012. Je fais partie des néo-Augelois. Des néo-Augelois. Des néo-Augelois, puisque Augeux étant situé entre Oloron et Pau, il y a une population d'Augelois à part entière, mais qui s'est installée sur la commune parce que l'une des personnes du couple travaille à Oloron, l'autre travaille à Pau, et finalement la position d'Augeux est idéale dans ce cadre-là. Et donc la raison de mon engagement, j'ai été conseiller municipal en 2014 avec Michel Laurence, qui est l'ancien maire, le maire sortant, qui était élu depuis 1977. Donc je me plaisais à lui dire, je me plais toujours à lui dire qu'il a été élu l'année de ma naissance, et donc finalement le passage de témoin était relativement facile et aisé. Et donc après un mandat de conseiller municipal à Augeux, l'équipe a souhaité que je reprenne le flambeau, et donc j'ai une grosse partie de l'équipe sortante qui m'a accompagné, et donc auquel on a rajouté des nouveaux élus. Alors, avant de parler des atouts, des particularités de cette commune, justement pour compléter ce portrait, on peut dire que vous faites partie d'une génération d'élus engagés qui baignaient, mine de rien, dans la volonté politique depuis déjà de nombreuses années. Oui, c'est vrai que je me suis engagé très jeune d'abord dans le militantisme politique et puis ensuite dans l'action politique. Le mandat de maire est un mandat qui est vraiment les deux pieds sur le terrain, pour ne pas employer une autre expression, mais vous l'avez comprise. C'est souvent le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit... Qui fait partie de votre famille politique, on peut se le dire. Famille politique, voilà. Et Gérard Larcher qui dit « les maires sont à portée d'engueulade ». Et c'est effectivement ça. Ça fait à peine quelques semaines que je suis en fonction à la mairie d'Augeux. Et on est confronté tous les jours à des situations différentes, qui sont des situations, j'allais dire, minimes, qui peuvent paraître minimes, mais qui sont finalement de grande importance pour les habitants d'Augeux, et auxquelles il faut répondre immédiatement. D'autant que vous avez été élu dans une période tout à fait particulière, celle que nous vivons, celle que nous traversons aujourd'hui, avec d'abord le confinement, avec ensuite les répercussions qu'il y a sur notre vie et sur notre vie quotidienne. Ça vous a empêché peut-être d'ailleurs de savourer la victoire comme vous vous attendiez à le faire le soir de l'élection ? Oui, évidemment, un petit peu. Disons que la satisfaction était très personnelle et très intériorisée, forcément par la force des choses. Mais pendant cette période de confinement, nous avons pu du coup travailler, on l'avait déjà fait avec Michel Laurence sur le passage de témoins, mais du coup pendant cette période de confinement, nous avons vraiment pu travailler sur un tuilage sur les dossiers. Je pense notamment à la question de l'école et de la réouverture de l'école. Qu'il a fallu d'ores et déjà prévoir. Il a fallu le prévoir, il a fallu travailler, et c'est vrai que ce travail-là que nous avons fait avec Michel Laurence a été une entrée en matière particulièrement importante et intéressante. Disons qu'on est directement dans le vif du sujet des difficultés et la capacité de décider du maire
prend là tout son sens. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le concret. On peut réouvrir, on ne peut pas réouvrir. Si on réouvre, comment on fait? Comment on organise l'école? Combien d'élèves? Combien d'élèves? Voir la disposition de l'école. Travailler avec les personnels qui se sont engagés fortement, d'ailleurs, dans cette réouverture de l'école, que ce soit à la cantine ou à la garderie. Et là, vraiment, on était plongé dans cette période-là, vraiment dans le cœur de ce qu'est un maire. Alors un maire, il est assez reconnu, selon vous, justement, pour ce travail au plus haut sommet de l'État, vous allez voir où je vais en venir, et également aujourd'hui, mais je vais vous poser une question à double rebond, par une population dont on a toujours dit qu'elle était attachée à son maire, d'une façon générale, mais dont on voit bien cependant qu'elle a manqué à l'appel lorsqu'il s'agit de voter. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour votre commune en particulier, on ne peut pas la classer là-dedans, mais cela dit, d'une façon générale, ça interroge sur le regard, sur le rôle du maire porté par la population, les administrés? Les administrés, je m'en rends compte depuis que je suis élu maire, pour ce qui est des Augelois, j'ai vraiment senti une différence de regard et de façon de faire avec moi entre le moment où j'étais simple conseiller municipal et le moment où je suis devenu maire. Il y a vraiment une sorte de respect naturel, oui. Je le dis comme ça, de respect naturel pour la fonction de maire. Je pense effectivement... Ça tient encore, ça. Ça tient encore. Ça tient encore. Alors, ça tient peut-être pas partout, oui. Mais je pense que dans le milieu rural... En tout cas, dans le milieu rural, pour vous, ça tient encore. Ça tient encore. Il y a un respect, il y a une exigence, évidemment, oui. Mais il y a un respect vis-à-vis de la fonction du maire qui est encore très importante. Ça, je m'en suis rendu compte. Après, pour ce au plus haut sommet de l'État, l'inverse. Le plus haut sommet de l'État, il y aurait des choses à dire. Là aussi, je me suis immédiatement rendu compte que les maires étaient seuls. C'est pas une légende. C'est pas une légende. C'est pas une légende. Moi, je l'avais entendu déjà. Ouais, les maires sont seuls. Ouais, voilà, on est abandonnés. Au moment de décider, on se retrouve seul. Ouais. Voilà. Et j'ai pu en faire la mère expérience sur ce qui peut être considéré par certains comme un détail, mais qui, moi, m'a franchement foutu en colère. C'est lorsque 250 ravers sont venus un samedi soir coloniser une fougerée communale sur le territoire d'Augeux. Au mois de juillet, hein, au mois de juillet, il y a à peine quelques jours, et que en pleine nuit, quand on est alerté par la gendarmerie pour vous dire, Monsieur le maire, vous avez une teuf sur votre commune. D'abord, vous dites, tiens, j'ai pas été invité, vous regrettez, évidemment. Je ne regrettais absolument pas. Voilà, quand vous savez, quand le téléphone sonne en pleine nuit, que c'est la gendarmerie, c'est jamais bon signe. Finalement, le fait que ce soit une rave party était peut-être le moins pire, la moins mauvaise nouvelle. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en pleine nuit, il y a seulement 6 gendarmes qui sont sur site. C'est pas la faute de la gendarmerie. Oui. Pas la faute de la gendarmerie. C'est ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils font leur travail et ils le font bien. Donc on était 7 pour 250 ravers. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part subir ? Donc vous subissez, vous les laissez là, vous savez exactement ce qui se passe sur cette soirée, sur cette nuit, donc jusqu'au dimanche midi, donc avec le boum boum. Qui a finalement, je pense, malheureusement, je m'en excuse auprès de mes collègues et des villages voisins, qui a plus emmerdé les villages voisins que finalement le village d'Augeux, parce qu'avec les mouvements de son contre la montagne, ce sont les autres qui ont pris. Mais par contre, on est complètement seul, on ne peut rien faire, on ne peut pas saisir de matériel, on ne peut pas les déloger, et donc on attend tout simplement qu'ils partent. Moi, c'est une situation qui m'énerve. J'attends encore, je le dis sur votre antenne, mais j'attends encore le moindre coup de fil d'un sous-préfet ou d'un préfet. Alors, évidemment, ça n'est qu'une rêve partie par rapport à tout ce qui se passe ailleurs, ça n'est peut-être pas si grave. Mais c'est justement ça qui m'énerve. Pour vous, c'est significatif, en tout cas. Ah ben pour moi, c'est significatif. C'est-à-dire que si l'État français, s'il y a une perte d'autorité pour une simple rêve partie de 250 personnes, c'est-à-dire une petite rêve partie. Oui, tout à fait. Si l'État n'est même pas capable d'assurer le minimum de sécurité et d'affirmer un minimum d'autorité sur ces problèmes-là, je n'ose même pas imaginer comment ça se passe sur d'autres arrivées de population sur des communes, ou bien des problèmes dans les banlieues. Quand Gérald Darmanin parle d'ensauvagement de la société,
Oui, d'accord, il a raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais enfin, quand je vois que l'autorité de l'État est Mais au-delà, complètement oui, c'est ça. bafouée Outre sur un l'ensauvagement, c'est simple- peut-être simplement l'autorité, c'est la capacité à agir. C'est peut-être sûrement Voilà. aussi ça. Moi, c'est ça qui me met en colère. C'est cette incapacité de l'État à assurer la sécurité, la tranquillité de ses citoyens. Sur la notion de service public, vous êtes à la tête d'une commune dont on reparlera tout à l'heure dans ses atouts, mais qui est une commune dans un territoire rural, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce que selon vous, on a assez de considération, de reconnaissance pour ces communes qui sont au cœur de notre hexagone, le principal maillage de population, encore aujourd'hui? Si je parle en termes de service public, de Oui, l'école, je parle à ça, bien sûr. l'école, nous avions, mais le couperet est simplement retardé, nous avions une fermeture programmée en septembre. Le point positif de la crise sanitaire, c'est que là, pour le coup, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc, la fermeture de classe est repoussée à l'année prochaine. Mais je sais très bien qu'elle va arriver, malheureusement. Elle va arriver. Et quand bien même la commune a des projets de lotissement, des projets de développer le locatif pour attirer des nouvelles populations sur la commune, et donc des familles et des enfants, en ciblant ou en essayant d'attirer des familles et des enfants, parce qu'on ne peut pas forcément choisir, mais en ciblant des familles avec des enfants, justement pour conforter l'école, parce que l'école, c'est le poumon d'un village. Donc, on nous parle de la France des territoires. Oui, je souscris complètement. On nous parle de centralisme et de centralisation, et donc en même temps de décentralisation, sauf que ça n'arrive pas jusqu'à nous. Donc, les premiers actes de décentralisation, ils ont été de Paris vers les métropoles. Et donc aujourd'hui, on a les métropoles Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Lyon, etc. Mais ce n'est pas encore descendu chez nous. Ce qui fait qu'on a toujours le désert français. On a Paris, les métropoles, et le désert français, quand avant, nous avions Paris et le désert français. Et alors, ce désert français, vous le pointez du doigt sur l'éducation, mais on pourrait parler du médical, on pourrait parler de beaucoup de domaines, parce que c'est un des enjeux aussi. Alors, peut-être ça vous touche peut-être moins parce que vous avez une chance chez vous. On est un petit peu moins touché, mais il faut être vigilant, et c'est l'un des axes de travail de notre mandature. C'est que sur le village d'Auge-les-Bains, nous avons une pharmacie qui vient d'être reprise par une jeune pharmacienne de 35 ans. Nous avons un cabinet d'infirmières libérales. Nous avons un dentiste, un kiné. Je fais la pub. Non, mais allez-y, j'ai bien compris que vous allez chercher de nouveaux habitants. Donc allez-y, c'est le moment. Donc on va pas trop non plus quand même. Mais de nouveaux habitants, oui, quand même. Donc nous avons déjà une structuration médicale sur notre territoire, entre Pau et Oloron, entre la vallée d'Ossau et Oloron, ce qui fait qu'Auge est en bonne situation. Il n'en demeure pas moins, une fois que j'ai dit ça, qu'il va falloir très rapidement chercher des médecins. Nous avons un médecin, mais qui ne travaille pas à temps complet, hein, c'est son choix, et qui, à mon avis, va pas forcément tarder à partir en retraite. Et c'est aussi son choix et son droit. Donc il va falloir qu'on travaille sur ça. Donc il y a au niveau de certaines structures, je pense notamment au conseil départemental, des accompagnements au niveau de l'intercommunalité également, un accompagnement pour aider à la structuration de maisons médicales, de structures médicales. Et donc ça, c'est un point positif quand même. Alors, vous avez parlé d'intercommunalité. Aujourd'hui, une commune comme la vôtre, en nombre d'habitants, combien d'ailleurs aujourd'hui? 1300 et des brouettes. Et des brouettes, 1300 et des brouettes, c'était avant la rêve partie. Les brouettes sont importantes. Je comprends bien. 1300 et des brouettes, vous pesez quel poids aujourd'hui dans l'intercommunalité qui est la vôtre, c'est-à-dire celle du Haut-Béarn? Le poids, tout dépend quels sont les critères que l'on... Vous voyez bien, nous sommes la 3e commune en nombre d'habitants. Il y a Oloron, la Seube et Auge. En poids économique, nous sommes également la 3e commune. Il y a Oloron, Bidos avec Messier, parce que Messier prend, tout à fait. Et Auge. Ce qui fait que j'ai coutume de dire qu'Auge est la 3e commune de l'intercommunalité. Après, nous avons, en termes de poids électoral, nous n'avons que 2 élus, c'est fonction du nombre d'habitants. 2 élus sur 74 élus communautaires. Les élections ont eu lieu il y a quelques jours maintenant. Vous avez un nouveau président? Donc nous avons un nouveau président que j'avais rencontré avant son élection, de la même façon que j'avais rencontré le président sortant, Daniel Lacrampe, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Moi, l'exigence était simple.
c'était qu'au jeu, je ne parle pas de Marc Oxybar, je parle d'Aujeu, que Aujeu retrouve sa place dans l'exécutif de la communauté de communes. Nous n'y étions plus depuis 2017 à la faveur de la fusion des intercos. Oui. Et à un moment, c'est un choix, y compris politique, que nous avions fait, en acceptant de ne pas insister pour être dans l'exécutif à ce moment-là. Par contre, l'exigence était que, après les élections de 2020, Aujeu retrouve la place qui me semble être la sienne. Est-ce que vous semble que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas, puisque aujourd'hui, j'ai été élu vice-président de la communauté de communes, en charge de l'attractivité économique et des TPE et des PME. C'est un tropisme personnel qui m'a attiré. Vous travaillez à la CCI, à la Chambre de commerce et industrie, vous êtes conseiller de développement industriel, oui. Ça veut dire que ce tropisme-là, pour vous, c'est un vecteur important de ce que doit être l'action de l'intercommunalité à laquelle vous appartenez, y compris pour les communes qui ne sont pas simplement Oloron, on le disait, ou celles qui abritent Messier? Oui, tout à fait. D'abord, l'économie est une des compétences majeures des intercommunalités, des intercos. Ça, c'est le premier point. Mon tropisme, il est double, c'est-à-dire professionnel avec la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, mais également par rapport à Aujeu, qui a une énorme activité industrielle, une grosse activité, je ne vais peut-être pas dire énorme, mais avec PCC, avec les eaux d'Aujeu, avec Olight, et un certain nombre d'entreprises. On a une zone économique importante et diverse. Donc c'est aussi pour ça que je souhaitais avoir une action au niveau de l'intercommunalité sur l'économie. Après la crise sanitaire, on sait très bien que, et on le voit venir malheureusement, la crise économique arrive. Malheureusement, l'une des premières entreprises à en subir les frais, c'est l'entreprise PCC qui justement est basée à Aujeu. Et malheureusement, je crains qu'elle soit la première d'une longue série. Donc notre rôle en tant que collectivité, en tant qu'élu à l'intercommunalité, est de travailler main dans la main avec le monde industriel, avec les acteurs économiques et avec les filières et les fédérations professionnelles également, pour préparer l'économie de demain et ne pas perdre les savoir-faire et sauver les emplois qui peuvent être sauvés ou accompagner le mieux possible la mutation de ces industries. On semble, et souvent d'un œil extérieur, que justement les intercommunalités avec beaucoup de bonne volonté veulent croire en leur industrie, veulent soutenir l'industrie et pour autant se retrouvent souvent démunis devant le fait économique. Je ne parle pas même des grands groupes, je parle là souvent, y compris dans la volonté de chefs d'entreprise de maintenir l'activité alors qu'elle n'y est plus. Comment fait-on? Quels sont les leviers qui restent? C'est toute la difficulté, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans une économie mondialisée. Oui. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut dire que c'est pas bien, on peut dire que c'est bien. Dans tous les cas, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, elle s'impose à nous. Oui. Partant de là, il faut que le politique tente du mieux possible de reprendre la main sur certaines orientations. Je fais partie, peut-être, je suis encore... toujours utopiste, j'en sais rien, mais je fais partie de ceux qui pensent que rien n'est inéluctable et que le politique a encore la capacité de changer les choses. Alors, c'est pas de les changer radicalement. C'est aux politiques à insuffler ou c'est aux politiques à soutenir des initiatives qui viennent du privé? Ou les deux? C'est les deux. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va falloir insuffler, il va falloir prendre l'initiative pour faire accélérer les choses. Je pense, par exemple, à des achats, à des ventes de terrain. Si à un moment, une entreprise vient vous voir en vous disant monsieur le maire ou monsieur le président de l'Interco, monsieur le vice-président, j'ai un projet de développement, il va me falloir très vite des terrains. Il ne faut pas que l'inertie que l'on connaît habituellement d'une collectivité bloque les projets économiques de ces entreprises. Donc là, nous avons le devoir de réagir rapidement. Je suis actuellement confronté, j'y suis en plein dedans, sur la nécessité de répondre à des demandes de développement. Il n'y a pas que des trains en retard sur l'Aubéarn, fort heureusement. Il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure et des entreprises qui ont des projets et auxquels il faut répondre immédiatement. Ça, c'est la capacité du politique et de la collectivité à répondre immédiatement et à montrer des signes forts de soutien
à ces entreprises-là. Pour que les entreprises, quelles qu'elles soient aujourd'hui, en bonne santé, sans difficulté, puissent se performer, puissent s'installer, il faut avoir des équipements. Vous avez parlé des transports tout à l'heure, de l'enclavement, c'est un sujet ô combien important chez vous, dans vos vallées. Mais il y a également aujourd'hui tout l'enjeu de ne pas passer à côté de ces déserts du numérique, dont on a bien vu aujourd'hui à quel point il était indispensable d'échapper. Évidemment, tout à l'heure, quand je parlais de Paris et le désert français, le salut des territoires demain passe par le numérique et par la couverture numérique. Demain, et on l'a vu avec la crise sanitaire aussi, avec les questions de confinement, le confinement est quand même beaucoup plus agréable à la campagne que dans une cage à lapins en banlieue parisienne. Absolument. Encore faut-il connaître le débit pour pouvoir y travailler. Exactement. Encore faut-il connaître le débit pour... C'est l'organisation des territoires, le maillage des territoires avec peut-être un exode urbain, comme il y avait l'exode rural, un exode urbain pour revenir repeupler les campagnes passe par le développement du numérique. Demain, il doit être parfaitement envisageable que dans une ferme reculée du Haut-Béarn, une personne puisse travailler et soit en contact direct avec Amsterdam, New York, Paris, quand vous dites demain, ça sera quand? Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la couverture de vos territoires est suffisante? Si je fais mon râleur, je vais vous dire que c'est pas totalement fait et que ça ne va pas assez vite. Oui. Si je suis raisonnable, je vais vous dire que ça avance du mieux que ça peut. Bien évidemment, on voudrait toujours que la fibre arrive d'abord chez soi, plutôt que chez le voisin, forcément, en justifiant que j'ai telle ou telle entreprise qui fait qu'il va falloir qu'elle soit desservie, et que j'ai une zone économique importante. Évidemment, mais à un moment, il faut aussi savoir être raisonnable, il faut savoir reconnaître que le plan numérique départemental se déroule et avance à la vitesse à laquelle il doit avancer. Alors, est-ce qu'on a du retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça ne sera pas bien? En tout cas, c'est une infrastructure prioritaire. C'est une infrastructure prioritaire aujourd'hui, comme l'était au siècle dernier l'amener de l'eau et de l'électricité. C'est le service public du XXIe siècle. Absolument. Alors, il y a un autre défi au XXIe siècle, c'est l'environnement. Et l'environnement, vous avez décidé de le mettre au cœur même de votre projet et du projet des prochaines années. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, c'est une priorité, alors qu'on est à Haut-Jeu, alors qu'on pourrait se dire, on est dans un territoire où, bien sûr, l'environnement est prioritaire, mais de fait, pourquoi s'en préoccuper davantage? La question environnementale et la question de la transition écologique n'est pas une affaire de parti. Ça, c'est le premier point. Si ça l'a été il y a quelques années, je veux bien le reconnaître, ça ne l'est plus aujourd'hui. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué et c'est très bien comme cela. Donc, partant de là, sur la commune d'Haut-Jeu, comme sur les autres communes, partout en Béarn et même dans l'Hexagone, chacune des équipes municipales a réfléchi à des projets environnementaux. Il se trouve que la commune d'Haut-Jeu, par exemple, a une partie de son territoire qui repose sur des anciennes tourbières. Oui. Donc, nous avons mis à disposition du CEN, donc le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, une superficie de 14 hectares pour reconstituer une biodiversité. Ça ne s'arrête pas là, le projet ne s'arrête pas là. L'idée derrière est de reconstituer, et de construire, plutôt, un projet de sentier pédagogique à destination des enfants. On se souvient on a notre mémoire d'enfant qui est gravée sur tout le long de la vie. Donc, il faut éduquer au mieux les enfants sur cette dimension environnementale pour qu'ensuite le fait écologique soit demain pris en compte dans toutes les sphères de la société, dans notre quotidien finalement. Alors après, il y a des questions de bon sens aussi. Il y a des questions de bon sens et c'est aussi un travail qui est à faire sur revenir à des consommations de bon sens. Nous avons un marché sur Haut-Jeu-les-Bains le mercredi matin. On a des maraîchers sur la commune. Finalement, il y a des réflexes que nous devons prendre et qui sont pris d'ailleurs par les habitants et les habitants des alentours pour reconsommer local.
aussi, et envisager différemment notre consommation. Vous avez l'impression que, y compris vos habitants, vos administrés à Haut-Jeu vont sortir différents dans leur façon de consommer, d'être de la crise que nous traversons, ou est-ce que finalement, au quotidien, la vie va reprendre son cours une fois que nous pourrons nous rembrasser, nous resaluer, etc. Alors là aussi, si je suis optimiste, je vais vous dire qu'il faut l'espérer. Oui. Si je suis réaliste, le maire que je suis a remarqué un certain nombre d'attitudes pendant le confinement qui laissent à penser que c'est pas demain la veille et que certains comportements vont changer. Je pense notamment à des entrepôts de poubelles et de détritus parce que les déchetteries étaient fermées et qu'on ne supportait plus de les garder au fond de son jardin, les avoir chez soi. Y compris en ayant eu le temps de faire 3 fois la haie ou d'encombrer le garage avec des bouteilles vides et donc que l'on jette un petit peu n'importe où, mais surtout pas dans les conteneurs à cet effet. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est ce qui me fait penser qu'il va falloir du temps, il va falloir beaucoup de pédagogie, parfois beaucoup de patience, mais je ne désespère pas. C'est aussi pour ça que je suis engagé avec mon équipe sur Haut-Jeu-les-Bains, c'est-à-dire qu'on a envie que notre village continue d'être un village où il fait bon vivre, avec des projets ambitieux et avec une organisation de la communauté villageoise qui soit la plus agréable possible. Et on a déjà commencé à poser des petits cailloux qui vont demain être une belle construction, je crois. Alors justement, puisqu'on parle de construction, de cailloux, alors vous avez parlé des petits, mais il y a des plus gros. Je vous ai bien arrangé la transition. Non, vous avez bien arrangé la transition. Le futur, en effet, les principaux investissements, ceux sur lesquels vous vous êtes engagé dans votre programme et qui vous semblent prioritaires pour Haut-Jeu. Je vous laisse les classer par ordre de priorité. Parce que j'ai presque envie de dire que vous avez un programme ambitieux. Oui, mais si on n'a pas d'ambition pour son village, c'est peut-être pas la peine de s'engager. Ça c'est vrai, ça c'est indéniable. Je crois que personne n'a jamais gagné en disant alors je vous préviens, votez pour moi, je vais rien faire. Mais j'ai pas de projet, je vais être j'ai pas de projet, je vais rien faire, mais faites-moi confiance. Non, il faut avoir de l'ambition. Alors ensuite, on mesure les projets à la faveur des aides de l'État que l'on n'a plus, mais que l'on espère. Aussi, le contexte économique, le contexte de priorité lié aux aléas qui peuvent survenir. Mais sinon, pour revenir au projet, nous avons, sous la précédente mandature, acquis une ancienne ferme dans le centre du village, la Joulette. Aujourd'hui, très clairement, nous ne savons pas ce que nous allons y faire. Très bien, ça c'est un bon projet, donc vous ne savez pas ce que vous allez y faire. Mais par contre, le travail à faire... Moi, je connais des maires qui font déjà l'architecture des bâtiments, moi-même, vous savez le truc. Non, nous l'avons acquis parce que c'était une réserve foncière placée stratégiquement dans le village, en prolongement de la place, avec un bel espace vert et une ancienne ferme magnifique, mais qui aujourd'hui prend l'eau de partout et est amiantée de partout. D'abord, il va s'agir de sécuriser ce bâtiment-là, ça c'est le minimum à faire. Mais ensuite, nous allons travailler, y compris en concertation avec les habitants, pour savoir ce que nous allons faire. On a une problématique sur le village, c'est que nous avons assez peu de locatifs. Oui. Nous avons beaucoup de propriétaires dans des lotissements ou dans le village, mais nous avons assez peu de locatifs. Je fais partie de ceux qui pensent que le locatif est nécessaire dans une commune. C'est ce qui permet d'attirer la population, et la propriété, le lotissement permet de fixer la population. Mais ça nous permet d'avoir un renouvellement. Et puis d'avoir des nouveaux entrants. Et d'avoir des nouveaux entrants, et y compris, j'y reviens, d'avoir aussi des enfants pour l'école. Peut-être que sur ce projet-là, il s'agira de faire du locatif. Nous avons pas mal d'infrastructures pour les associations. Nous avions déjà réhabilité sous l'ancienne mandature le presbytère, l'ancien presbytère pour en faire la maison des associations. Nous avons un dojo, une salle polyvalente. Quelle belle évolution des lois du début du siècle. C'est fabuleux. C'est très bien, très bien. Si le curé voyait ça. Non, c'est ça. Mais sur cette ferme Minjoulette, peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de faire un espace public supplémentaire. En tout cas, je parle sur la maison. Mais donc, nous avons un travail à faire. Et là, pour ça, nous allons être accompagnés par des structures telles que le CAUE, le Conseil d'aménagement et d'urbanisme et d'environnement, pour nous accompagner dans notre réflexion. Peut-être que cet espace peut être aussi le prolongement de la place Saint-Germain avec le fronton et la bibliothèque, avec un espace vert, parce que la place est peut-être un peu trop minérale.
bien qu'il y ait sur le fond un bel espace vert avec un boulodrome. Mais donc il faut qu'on réfléchisse à l'ensemble. Ensuite, il y a un projet sur le plan social, moi qui me tient à cœur, c'est que nous avons un tissu associatif très riche à Augeux, avec une association sport et loisirs qui fait des activités pour la population, du sport et des loisirs, comme son nom l'indique. Nous avons un club du troisième âge. Qui fait des choses pour le troisième âge. Qui fait des choses pour le troisième âge, etc., bien sûr. Et l'idée, c'est de travailler à ce lien intergénérationnel. Ça aussi, beaucoup d'équipes municipales dans leur programme ont travaillé, le souhaitent et veulent le mettre en place. Et donc, l'un des projets que nous avons serait de créer un espace de vie sociale, comme il en existe dans d'autres communes, pour travailler à ce lien intergénérationnel. Nous avons la chance, par exemple, d'avoir notre cantine en régie. Nous ne passons pas par une cuisine centrale. Nous avons notre cantinière directement qui travaille avec les produits locaux et qui donne à manger à nos enfants. Faites attention, vous faites partie d'une famille politique qui a longtemps montré du doigt ces fonctionnements-là. Non, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Pourquoi les choses évoluent. Oui, et nous tenons à cette spécificité. Aussi longtemps que je pourrai maintenir ça, je le ferai et je me battrai pour maintenir notre cantine en régie. Peut-être qu'il est possible de travailler avec des personnes âgées, pourquoi pas pour qu'elles viennent une fois par semaine ou une fois par mois, je n'en sais rien. C'est à réfléchir. Manger à la cantine, alors ça c'est quand le Covid sera un lointain souvenir. Exactement. Mais il est peut-être envisageable. En tout cas, en termes de projet, c'est intéressant pour le brassage des générations. Pour la transmission, bien sûr. Transmission des souvenirs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est transmission de la mémoire orale. Les gens dans le village ont plein d'anecdotes, plein d'histoires sur le village à raconter, et le lien avec les enfants peut être quelque chose de très bien. Remarquez, c'est pour ça que vous vous intéressez également à une forme d'art, parce que j'ai bien compris, la musique électronique, c'est pas votre truc, mais par contre, regardez la photo, en tout cas pas dans ce type de renseignement. Très bien, c'est tout à fait lié. Regardez cette image, c'était le 11, elle va apparaître, c'était le 11 juillet, je crois, dernier, malgré les masques, malgré la distanciation, c'est pour ça que le photographe était à mon avis très loin pour faire cette photo. Il est sur une nacelle. Et voilà, vous avez réussi à inaugurer, à vernir, comme l'on dit, une fresque de 6000 Cazotte, vous m'avez bien prononcé le T. Voilà, qui montre bien finalement que le trait d'union entre les générations, entre toutes les formes d'art, est tout à fait possible. Cette photo est révélatrice de ce que nous voulons faire. Le travail qui a été fait par Paul et Rémi, qui sont donc les deux graffeurs originaires du Lot et qui se font appeler Sismic Azote, a été fabuleux. Pendant une semaine, ils sont venus, nous ne savions pas ce qu'ils allaient faire. Ah, vous ne saviez pas. C'est-à-dire que nous avions lancé une consultation. Mettez-leur leur espace minjoulette entre les mains. C'est pareil, vous ne savez pas, hop, allez-y, venez. On avait fait une consultation sous la précédente mandature. Je rends hommage à Michel Laurent, qui est à côté. Qui est là d'ailleurs, qui est à côté. Là, voilà. Tout à fait. On avait lancé une consultation auprès d'artistes pour leur dire on a une cage d'ascenseur qui dessert la bibliothèque, et en dessous il y a la salle de danse, mais qui dessert la bibliothèque relais de l'intercommunalité. Et on voudrait l'habiller, la décorer, la peindre. Donc d'autres artistes nous ont envoyé des maquettes, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et Paul et Rémi ont refusé de nous dire ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils nous ont dit on ne travaille pas comme ça. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas vous dire à l'avance ce qu'on va faire, puisqu'on vient rencontrer la population. Et c'est finalement ce qu'on va avoir le fruit des rencontres, etc. C'est le hasard des rencontres qui va faire qu'on va écrire des textes qui va créer notre œuvre. Et finalement, c'est ce qui nous a plu. Alors, c'était un pari un peu fou, parce que cet ascenseur, c'est dommage qu'on ne voit pas la photo avant. Donc, c'était un grand truc gris qui faisait un peu polémique dans le village. Oui, forcément. Alors, il y avait tous les noms. Hein. D'accord. Et pour la autant, palombière, le minaret. Et pour autant, il doit être indispable, évidemment, pour le premier étage. Évidemment pour l'accessibilité. Il répond aux exigences d'accessibilité. Sur ce projet qui faisait polémique, nous avons fait le choix de prendre un risque aussi en faisant venir des artistes sans savoir ce qu'ils allaient faire. C'est vrai. Quitte à se mettre en danger, autant se mettre en danger jusqu'au bout. Et ils ont compris le village
mais je pense comme rarement les personnes extérieures l'ont compris. Ils ont senti la dynamique au niveau des jeunes, la dynamique au niveau des personnes âgées, au niveau des visites dans le village, des promenades dans le village, pardon, elles se faisaient par la place Saint-Germain. C'est-à-dire que les gens ont suivi l'évolution au fil de la semaine. Des travaux. Des travaux. Certains sont venus peindre parce que Paul et Rémy les ont fait peindre. Ils ont fait une conférence pour rencontrer les habitants d'Augeux. Ils ont envoyé des messages en disant « Dites-nous ce que représente la place pour vous, ce que représente le village pour vous, quels souvenirs vous avez sur cette place. » Et donc vous avez, on ne le voit pas bien, mais sur la droite, en montant l'escalier, vous avez des textes. Du testimonial, c'est ça, oui. Et ces textes sont les témoignages des habitants d'Augeux. Paul et Rémy n'ont rien inventé. Ils ont écrit ce que les habitants d'Augeux ont dit. Et finalement, cette fresque a été totalement adoptée par les habitants. C'est une vraie réussite. Et ils ont, en une semaine, au début du mandat, ils ont permis de créer une dynamique collective intergénérationnelle. Ce qu'on voulait faire dans tout le mandat, ils nous ont mis le pied à l'étrier en faisant ça. Et je leur en suis vraiment très reconnaissant. Marc Huxeber, on va terminer là cet entretien. Déjà. Et oui, déjà, on pourrait en dire beaucoup. Je vais vous laisser faire un exercice particulier parce que vous êtes un nouvel élu et pour autant, vous n'avez pas été élu sans grand débat vous concernant. Alors, je vais vous laisser regarder cette caméra qui est juste à vous et vous adresser à vos administrés en vous invitant, pourquoi pas, à partager d'ailleurs cette vidéo pour que vous leur adressiez un message à début de mandat, en leur expliquant, peut-être les yeux dans les yeux, mais comme vous avez sans doute fait, et dans la campagne, et dans les moments que nous venons de partager, mais les yeux dans les yeux, ce que vous aimeriez pour cette commune. Et vous projetez, lorsque vous aurez quelques cheveux gris de plus, ça nous arrive à tous, je vous rassure, quelques années de plus, la façon dont vous voudriez voir évoluer cette commune et la façon dont finalement vous voulez cheminer avec eux. On le fait chaque lundi lorsque nous recevons des nouveaux élus et cette trace, ce petit témoignage, ce petit message, finalement, il est souvent très révélateur du bout de chemin, de l'ambition, au sens positif, que vous avez envie de partager avec celles et ceux de qui vous avez parlé avec beaucoup de passion. Moi, je ne vous avais jamais eu en interview comme ça, on se connaît depuis longtemps, pour être tout à fait franc. Je ne vous avais jamais vu dans ce costume que vous n'avez pas plus que moi aujourd'hui en termes de veste. Non, heureusement, parce qu'il fait très chaud. Exactement, dans ce costume de maire. Et en tout cas, je vois toute la passion que vous mettez et toute la responsabilité que vous mettez dans cet engagement-là. Donc, je vous laisse clôturer avec vos administrés. Et puis, comme le monde est curieux, il va vous écouter lui parler, leur parler. Je vous en prie. Alors, ce que je voudrais d'abord dire aux Augelois, c'est que je suis extrêmement reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont faite. Quand je suis arrivé dans le village en 2012, j'étais un petit peu regardé comme le politicien, voilà, ou le politicard peut-être même. Et ils m'ont adopté. J'ai su créer des liens, c'est un travail que j'ai fait, mais ils ont accepté que nous créions ces liens et je suis reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont faite avec l'équipe au mois de mars. Il y a une véritable identité augeloise. Ça, je l'ai ressenti lorsque je suis arrivé. Parce que nous avons une situation particulière, parce que nous avons une communauté économique, une vie sociale, une vie associative peut-être un peu plus importante qu'ailleurs. Et c'est le témoignage d'une envie de travailler ensemble. L'envie que nous avons avec l'équipe qui m'entoure, c'est de créer les conditions pour que chacune et chacun des Augelois puissent se sentir encore mieux dans le village et soient fiers de son village d'Augeux. Moi, c'est vraiment l'ambition que nous avons et que nous portons, c'est que chacune et chacun des Augelois soit fiers d'être Augelois. J'ai bien fait vous laisser que 20 secondes. Je n'ose pas savoir si je vous avais... Non, mais je plaisante. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce témoignage. Parce qu'en effet, vous faites partie de ces maires qui, encore une fois, n'avaient pu partager directement, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, dans la presse ou autre, parce que l'actualité
Il l'a pas permis, hein, après votre élection. C'est parfois remerciements, ses vœux, ses encouragements, et puis également cette ligne hein, finalement tracée. Donc ça nous semble important de le faire. Et puis en plus, on le fait maintenant à une époque où la vidéo, le poids finalement d'un regard, le poids d'une parole peut avoir également toute son importance. Merci beaucoup d'avoir été. Merci de votre invitation, Eric. Mais c'était un grand plaisir. Alors, chers amis, on va se quitter maintenant. Demain, nous allons recevoir notre passionné dans un domaine tout à fait différent. C'est Pierre Sobo. Nous allons parler vin, évidemment, avec lui. C'est un viticulteur engagé. Alors, c'est un homme qui a eu 1000 vies hein, avant de devenir viticulteur et de reprendre d'ailleurs familialement la propriété au cœur même du Jurançon. Avec Pierre Sobo, nous allons voir de quelle façon vous pouvez non seulement déguster du vin chez lui, mais vous pouvez également, dans son domaine dorénavant, vivre cet été une véritable chasse au trésor avec des énigmes, avec beaucoup de choses fort sympathiques. Ça sera demain à partir de 18 h. Bonne soirée.